Masolo ya mboka, masolo ya mboka. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous vous souviendrez qu'hier, lorsque je répondais à la question sur les arrestations au sein de forces armées de la République démocratique du Congo, je vous avais dit que nous reviendrons très rapidement avec le porte-parole de l'armée, évidemment, pour que lui, à son tour, puisse apporter des éléments d'information précises à ses propos. Et donc, ce soir, dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous n'allons pas seulement aborder ces sujets tels qu'annoncés hier, nous aurons encore l'occasion de faire une percée sur les activités qui se font au niveau de l'armée, spécifiquement sur ce qui est lié à la prise en charge de militaires et de leurs dépendants. Vous avez suivi il y a quelques semaines que le gouvernement a travaillé à doubler les revenus de militaires, mais bien parallèlement à cela, le gouvernement étudie la mise en œuvre d'une série de mesures qui va permettre de garantir l'accès à un certain nombre d'opportunités à leurs dépendants. Nous étions ici avec le ministre de la formation professionnelle qui a eu l'occasion de dire, pour ce qui le concernait, ce qu'il faisait à l'époque, ce qu'il faisait dans ce sens. Et au dernier conseil de ministres vendredi, il est aussi revenu au conseil en expliquant et en nous donnant les nombres des personnes dépendantes de militaires qui ont été casées ou qui sont pris dans les différents filons de formation professionnelle. Monsieur le porte-parole de l'armée générale Ekenge, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à nouveau dans ce cadre de cet exercice de redevabilité que vous connaissez bien. Mais bien avant, je voudrais revenir sur la bonne nouvelle de la journée. Vous avez suivi, c'était en direct à partir de New York sur la télévision nationale, que la République démocratique du Congo a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, désormais pour la période 2026-2027. Notre pays siégera parmi les 15 et contribuera à apporter des solutions aux problèmes du monde qui seront posés à ces niveaux. La nouvelle est arrivée 24 heures après. La nouvelle de notre élection à la première vice-présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous étions portés à la présidence ou dans le bureau du Haut Conseil des Nations unies pour le droit de l'homme, où aussi la République démocratique du Congo continue à porter sa voix et à contribuer à la résolution des problèmes de l'humanité. Ceci est évidemment la concrétisation de la stratégie diplomatique du président de la République qui nous permet non pas seulement de faire avancer nos causes, mais de prendre position là où se décident les problèmes de l'humanité. Et dans ces cadres, nous allons porter évidemment les sujets qui nous portent, notamment les efforts pour le retour de la paix, le multilatéralisme et tant d'autres sujets qui se feront évidemment au niveau de notre ministère des Affaires étrangères. Général, hier nous parlions ici de l'arrestation ou de la vague d'arrestation prétendue des officiers swahiliphones. Nous y avons apporté la réponse et ce soir nous avons voulu prolonger les sujets avec vous pour que vous puissiez aussi nous éclairer, mais ce n'est pas le seul aspect que nous voulons aborder avec vous. Et donc ce soir, nous voulons faire un focus sur les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer la prise en charge, pas seulement de militaires, de leurs dépendants et d'autres questions connexes. Vous êtes le porte-parole de la Grande Muette, mais le contexte de la redevabilité qui est le nôtre nous impose parfois de vous sortir de votre mutisme pour apporter des éléments d'information. Je voudrais donc vous accorder la parole pour vos mots introductifs et puis plus tard vous répondrez évidemment aux questions de professionnels des médias. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le ministre. Le commandant suprême et son gouvernement font beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants. Nous allons y revenir. Mais avant toute chose, je voudrais que nous puissions nous attarder sur un certain nombre de faits. Et, Monsieur le ministre, je tiens vraiment à vous remercier pour
toutes les occasions que vous offrez aux forces armées pour clarifier certaines informations qui, en réalité, ne pouvaient même pas faire l'objet de débats. Et surtout, qu'il y a beaucoup de spéculations sur ce qui se passe dans l'armée. Il faudrait que, de temps en temps, nous puissions venir ici pour clarifier les choses. Et le chef d'état-major général m'a envoyé à vos côtés pour que nous puissions nous adonner à cet exercice. Effectivement, on ne va pas s'arrêter là. S'il y a des questions d'ordre général, nous allons essayer de les rencontrer. Et je préviens nos consoeurs et confrères qui sont ici que nous, on est en politique. On ne va pas répondre aux questions qui ont des connotations politiques. Pour vous permettre d'avoir une idée sur notre noble métier des armes et de couper court à certaines spéculations, nous avons prévu aujourd'hui d'être pédagogiques. Pédagogique pourquoi? Parce que vous devez, en tant que journaliste, en tant que communicateur, connaître ce qu'est un officier, quelles sont ses qualités, quels sont ses devoirs, quel est le profil de l'officier. Depuis la nuit des temps, l'officier est ce militaire, pétri des valeurs morales et des qualités professionnelles qui le hissent dans la classe et la catégorie des nobles. L'officier n'est pas noble par sa volonté, l'officier n'est pas noble non plus à cause de sa tenue, de son grade, de la fonction qu'il occupe à la tête des unités de l'armée. L'officier est noble à cause justement des valeurs morales incarnées en lui. Parmi ces valeurs se trouve en pole position le courage d'affronter les dangers et la mort, le courage de conduire les hommes sous le feu au combat, le guerrier appelle le chemin étroit qui mène à la victoire. Oui, ce chemin est tellement étroit que seuls les militaires de caractère, l'officier qui sert d'exemple à ses hommes, seul l'officier qui sait galvaniser ses troupes, l'officier armé d'un courage l'emprunter. Cet officier est un véritable leader, comme je l'ai dit tout à l'heure, pétri des valeurs morales strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission de chef militaire. Chef militaire, il faudrait qu'on puisse aussi en parler. On est chef militaire parce qu'on a la personnalité, parce qu'on est capable de distinguer des valeurs militaires superflues de celles qu'il faut absolument conserver. J'ai parlé de courage. Comme valeur, il y a aussi la retenue. L'officier se caractérise par son devoir de réserve dans toutes les situations. Il ne s'alarme pas, ne dit pas n'importe quoi, ne parle pas trop. Ça, c'est l'officier. Et surtout lorsqu'on est général. La loyauté envers les institutions légalement établies est une autre vertu cardinale qui doit habiter l'officier. Une loyauté pimentée de patriotisme éprouvé et sans équivoque. L'officier ne trahit point. Un officier qui trahit n'en est pas un. Il y a aussi l'honnêteté, le sens de l'honneur, l'intelligence,
l'esprit de décision affûtée, l'esprit d'anticipation, le charisme ou les dons de plaire, de s'imposer dans sa vie publique, d'avoir de l'influence sur les autres, le sens de l'écoute, l'abnégation, des fortes capacités de travail, surtout le travail bien fait, seul ou en équipe. Le sens des responsabilités et, dans les pires moments de son parcours professionnel, l'officier est appelé à se doter de génie pour sortir de l'impasse et de travailler sous stress et sous tension. Car, Monsieur le ministre, vous-même, moi je vous appelle comme un général, je vous ai toujours considéré comme un général, l'armée et la nation ne pardonnent point à un officier qui échoue et qui s'effondre. Et ça, c'est un principe cardinal. Au sein de l'armée, ils sont nombreux, je voulais dire au sein de notre armée, ils sont nombreux à faire partie de cette race de chefs militaires exceptionnels. Et ils font la différence, et sur les champs d'honneur, et dans les états-majors, où ils sont appelés à travailler avec dévouement, abnégation, professionnalisme, et dans des conditions difficiles et stressantes. Ça, c'est la vie de l'officier, et surtout lorsqu'on est général. Par contre, il y en a qui se distinguent par des actes amoraux, immoraux et illégaux. La compromission, les détournements des deniers publics, les détachements illégaux des militaires dans les mines et chez les particuliers chinois ou autres, les détournant ainsi ces militaires de leur mission. Et imaginez qu'on réclame les effectifs, et la plupart des effectifs sont dans les mines et chez les particuliers. Ça, c'est une infraction grave. Il y en a qui se sont perfectionnés dans la création des fournisseurs fictifs, dont la surfacturation et le détournement des vivres destinés aux militaires. D'autres encore se compromettent par la trahison, les assassinats. Tous ces faits sont des faits graves, gravissimes même, commis par les porteurs du titre d'officier général de surcroît. Dans ces cas, faut-il empêcher le chef d'état-major général des forces armées de les interpeller et de les mettre à la disposition des services pour investigation et, les cas échéants, de les déférer devant les juridictions militaires compétentes. Alors, c'est là où on parle d'arrestation massive des officiers swahiliphones. En réalité, c'est un faux débat. Chacun est venu dans l'armée en tant que volontaire. Chacun pose les actes à titre individuel, et lorsque ces actes vont à l'encontre de la loi, eh bien, l'autorité sanctionne individuellement les contrevenants. Et on ne peut pas venir nous parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés. Non, il n'y a pas que les officiers swahiliphones. Il y a aussi les officiers généraux d'autres espaces linguistiques qui sont aujourd'hui aux arrêts. Donc, parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés par l'armée, mais celui qui les arrête là, il est de quel espace? Le général Gilles Banza, Mouilamboué. Le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général. Mais il est de cet espace-là. Son prédécesseur. Son prédécesseur, il était de quel espace? Le prédécesseur de Le son prédécesseur de son prédécesseur, il était de quel espace? Non, on est en train d'introduire un faux débat.
surtout pour distraire l'armée et surtout entraîner la division en son sein. Donc là, il faudrait que vous, en tant que communicateur, vous puissiez comprendre ça. Et j'ai évoqué les qualités de l'officier pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que nous sommes. On n'est pas officier parce qu'on porte la tenue. L'officier, c'est un État. Et cet État ne peut pas corrompre sa fonction, et cet État ne peut pas trahir ce qu'on est. On est contraint de servir la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ça, c'est une réalité, et je voudrais que nous puissions mettre un terme sur ces débats qui n'a pas sa place au sein de l'armée et qui tend à détruire la crédibilité de l'armée. Et le chef MG, le chef d'état-major général, lorsqu'il le fait, c'est parce que lui, il a ces profils-là et il tient à redorer l'image des forces armées et à remettre de l'ordre. Et c'est pourquoi il faut écarter toutes les brebis galeuses qui sont en train d'essuyer l'honneur et la crédibilité des forces armées de la République démocratique du Congo. Un autre point que je voudrais aborder et qui fait beaucoup débat dans les médias et qui fait buzz dans les réseaux sociaux, c'est celui qui a trait au dossier de la rente des survies des dépendants des militaires. Pour que je suis déjà intervenu dans les autres occasions militaires. Oui. Un exemple. Le soldat X vient de terminer la formation. Les gens qui ont été recrutés dernièrement, ils ont terminé leur formation. La loi dit qu'ils doivent s'engager pour 7 ans d'exercice. 7 ans, les soldats. Et pendant ces 7 années, avant de renouveler son engagement, son contrat, il doit rester célibataire sans enfant. Il doit rester célibataire sans enfant. Mais lorsqu'il est aux opérations, et il se marie, ce mariage est illégitime dans les yeux de l'armée, puisque l'armée ne prendra jamais en compte ce mariage-là, même les enfants qui sont nés de ce mariage. Pourquoi? Parce que la loi dit que le soldat doit rester célibataire jusqu'à l'accomplissement de ces 7 premières années. Et oui. Vous avez promis d'être pédagogique. Voilà. Quand vous dites soldat, ça veut dire c'est lié à l'âge, c'est lié au jour où il commence dans l'armée. Il faut nous expliquer parce que... Si je parle des soldats des rangs. Soldats de rang. Des soldats des rangs. Ça veut dire c'est lui qui sort de la formation. De la formation, il est deuxième classe ou il est première classe, caporal, disons oui, caporal. Tout ça, ce sont des soldats des rangs. Il y a des principes qu'on doit respecter. Pour les officiers, c'est la même chose. Je vais donner un exemple. Un officier qui va au front, l'officier, on ne peut pas trouver un général célibataire quand même. Il n'y en a pas. Le général célibataire, les dames, vous qui me suivez, si un général vous dit qu'il est célibataire, c'est qu'il veut abuser de vous. Il veut abuser de vous. Un général célibataire n'existe pas. Et lorsque le général se déplace aux opérations, un colonel se déplace aux opérations, le lieutenant, tout ça, il a son épouse quelque part enregistrée dans la base des données de l'armée, la base des données administratives. Mais lorsqu'il part, il trouve une femme quelque part. Je pars par exemple de l'Équateur à l'Équateur, là où il est en opération, ou à Beni, là où il est en opération, et la femme va croire que c'est son mari. Mais le jour où le contrôle vient, on vous demande d'apposer les doigts dans les dispositifs, il n'y a rien, il n'y a aucune information qui sort parce que... Et puis lorsqu'on contrôle, on met le numéro matricule du militaire, on voit la photo et les informations de son épouse légitime. Et dans ces cas, que devient cette épouse-là, le Yakato Fanda, que les militaires
attrapent partout à travers leur campagne. Ça, c'est ça le grand problème. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si le militaire se marie, alors il faudrait que ce mariage soit légal et légalisé. Et si le mariage n'est pas légalisé, il y a un problème, puisque l'épouse du militaire doit être enregistrée dans la base des données. J'ai quelques dames qui sont sorties de Toumanga, qui sont chez moi, qui sont venues avec des bébés. Je leur ai dit, mais comment ces bébés seront-ils pris en charge, même au niveau médical? Je suis obligé d'intercéder auprès du commandant du corps de santé militaire pour qu'on demande, pour solliciter la prise en charge de ces enfants-là, Excellence. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelques commentaires à faire, mais sinon, nous allons procéder. Oui, rappeler quelques dispositions légales sur ce que je viens de dire ici. Les dispositions du statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai promis être pédagogique aujourd'hui. Eh bien, je vais parler de la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. L'article 11 stipule qu'aucun militaire ne peut faire l'objet au sein des forces armées des mesures de discrimination en raison de son sexe, de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est pourquoi nous disons que la question des généraux swahiliphones arrêtés est un faux débat. Ce qu'on fait, c'est appliquer la loi. Lorsque quelqu'un est en contradiction avec la loi, eh bien, nous, on est militaires. La discipline veut qu'on puisse être rigoureux en matière du respect des principes, des consignes et des lois. L'article 12, le militaire jouit de tous ses droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par le statut. Et le statut fixe plusieurs conditions. Article 16. Le militaire doit, en tout temps et en tout lieu, respecter les institutions de la République, s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution et aux lois de la République. Il doit veiller à la sauvegarde des intérêts de la nation, éviter de compromettre l'honneur et la dignité de son État et de sa profession. Il doit servir le pays avec conscience et courage jusqu'au sacrifice suprême. Mais quand vous allez à l'encontre de cette disposition, le chef d'état-major général et la justice militaire vous attrapent. 207, article 207, le conjoint survivant de l'officier ou dit sous-officier décédé a droit à une rente de survie si celui-ci est décédé en activité de service ou titulaire d'une pension de retraite ou d'invalidité. Le conjoint survivant n'a pas droit à une rente de survie lorsqu'il y a eu dissolution du mariage à cet ordre exclusif ou lorsque le mariage est postérieur à la cessation d'activité de service de l'officier ou du sous-officier. Il perd également le droit à la rente de survie en cas de remariage. Le droit à la rente de survie est acquis sans condition d'ancienneté et de service. Une femme qui se remarie n'a plus le droit d'avoir des rentes de survie. Article 209. La rente de survie de l'orphelin équivaut à 6% du traitement annuel du militaire par enfant ou à 10% de la pension de l'officier ou du sous-officier décédé après la pension. L'orphelin perd tout droit à la rente lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans et exerce une activité rémunérée. Pour l'orphelin engagé dans les études, l'âge limite est de 25 ans. Pour l'enfant frappé
d'un handicap ou qui se trouve en raison de son état physique ou mental dans l'impossibilité de pourvoir à sa propre subsistance, la rente de survie est accordée jusqu'à sa mort. Et vous allez voir qu'il y a même des gens qui réclament, qui se disent qu'ils sont offerts à 40 ans. Article 223. La durée du service actif pour le militaire de rang est de 7 ans renouvelable une fois, 3 mois avant l'expiration du terme. Pendant les 7 ans, le militaire n'a pas droit au mariage et à avoir une progéniture. En cas de violation de cette dernière disposition et en cas de décès du soldat engagé qui n'a pas encore terminé son terme, son épouse est déclarée illégitime et non éligible à la rente de survie. Il en est de même des orphelins potentiels, c'est de l'ex, dura l'ex, dit-on. Excellence, chers consoeurs et confrères, j'ai tenu à rappeler ces quelques dispositions éthiques et légales en vigueur au sein de notre armée pour amener l'opinion à avoir une idée sur ce qu'est le militaire et le fonctionnement de notre outil de défense. Les principes sont clairs, précis et stricts et de stricte application. Le moindre dérapage entraîne l'indiscipline et amène le contrevenant à subir la rigueur de la loi. Ne dit-on pas avec raison que la discipline est la mère des armées? Excellence. Voilà, merci beaucoup, Général. C'est justement cette phrase que j'avais eu à rappeler hier à l'occasion du briefing. Luboya a une double casquette. Il est à la fois lieutenant général, officier de l'armée, c'est mon chef, et il est aussi politique. Il a une casquette politique en tant que gouverneur militaire. Hein? Et il a fait sa déclaration, c'est sa hiérarchie qui apprécie. Et ce n'est pas moi, je n'ai pas qualité pour apprécier ce que lui a fait, mais il a une hiérarchie à la fois militaire et civile pour apprécier ce qu'il a fait et prendre les dispositions qui s'imposent. Si ça a été, c'est allé à l'encontre de ce que moi j'ai dit ici. Quelles sont les sanctions dont l'armée, tout comportement a une sanction positive ou négative. Si vous faites bien votre travail, vous serez sanctionné positivement. Si vous faites mal votre travail, vous serez sanctionné négativement. Tout est prévu dans l'armée. Nous avons nos règlements militaires. Les règlements, il y en a plusieurs. Hein. Et chaque domaine d'activité de l'armée a un règlement et c'est régi par des lois. Donc là-dessus, ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis pas de la, j'appartiens pas, je fais pas partie de la hiérarchie du gouverneur. C'est sa hiérarchie qui va apprécier. Général, il y avait une question de John Canune tout à l'heure qui revenait justement sur les cas des officiers qui ont été arrêtés pour... Nous sommes en guerre. Et la guerre, c'est une circonstance exceptionnelle. Là, vous devez le retenir. Et à certains moments, si le commandant suprême déclare l'état de guerre, on peut même réquisitionner, monsieur le ministre, on lui donne l'uniforme, on peut réquisitionner vos médias. Et vous n'allez pas dire que nous sommes... Je suis déjà en uniforme. Voilà, nous sommes en dehors de la loi. Non, on est en guerre et il y a certaines circonstances exceptionnelles qui sont appliquées. Il y a des officiers qui sont arrêtés pour des raisons évidentes. Imaginez qu'en Ndolo, il y a des officiers qui ont été condamnés pour avoir détourné 20 000 $. Là, c'est une réalité. Je connais un ami général qui a été condamné parce qu'il a autorisé le déplacement d'un véhicule de l'armée pour des fins autres que celles de l'armée, et ce véhicule a connu un accident et lui, il a été emprisonné. Il a été condamné.
Et imaginez quelqu'un qui détourne 200 000 dollars. Imaginez quelqu'un qui détourne 1 million de dollars. Et les gens disent que parce qu'on les arrête parce que ce sont des soyiphones. On les garde longtemps en prison. Non, non. La procédure, nous sommes en guerre, la procédure en temps de guerre, elle est telle que ça doit être de cette manière-là. On approfondit tout. On a tous les éléments avant d'envoyer quelqu'un, de le déférer à la justice militaire. Les gens disent, on parlait des officiers swahiliphones, mais il n'y a pas que les officiers swahiliphones, il y a même les officiers d'autres, je l'ai dit, d'autres espaces linguistiques. Mais chacun a été arrêté pour une infraction posée individuellement. Donc ça, c'est une réalité. Et rassurez-vous que le temps qu'on fait là-bas, on ne va pas passer une éternité. Dès que le service termine les investigations, il boucle les dossiers et les dossiers seront transmis obligatoirement à la justice militaire pour la suite. Mais ce qu'il faut retenir aussi ici, c'est que l'armée, comme tous les corps, est réglementée. Et qu'il va de soi que chaque fois, c'est pas pour rien qu'il y a des sanctions ou des mesures disciplinaires qui sont prévues, y compris dans les rédactions. Et donc, il ne faudrait pas considérer que chaque fois qu'il y a eu une interpellation d'un militaire, que cela est forcément lié à une question tribalo-ethnique, dans un contexte où le président de la République a fait de la montée en puissance de nos forces armées le premier objectif de son action. Et dans ces contextes-là, dans une armée où, disons les choses telles qu'elles sont, où on a hérité des difficultés en termes de logistique, en termes de circuits d'approvisionnement, où il y avait des effectifs déclarés mais qu'on ne voyait jamais, mais comprenez qu'il y ait à un moment donné un travail de contrôle qui s'efface et des responsabilités qui puissent être établies. Comment vous voulez nous demander de nous assurer que nous faisons la montée en puissance de l'armée, que nous la rendons plus forte, mais comment voulez-vous nous reprocher en ce moment-là, lorsqu'on remarque que tel acte qui a été posé n'a pas été posé dans les règles de l'art, qu'on interpelle? Nous sommes dans un contexte où on l'a vécu. Les troupes sont engagées au front, il y a des traîtres. On a vécu où nous sommes engagés, où un major ou un commandant fuit ou ne répond pas à son devoir. Mais pourquoi voulez-vous que l'armée ne puisse pas tirer les conséquences d'un tel comportement? Donc, il faut que, quelque part, que nous tous nous sachions que nous, comme gouvernement, en l'occurrence l'armée comme corps, est en droit de s'organiser à tout moment, que chaque fois qu'il y a des brebis galeuses, que chaque fois que les règles ne sont pas respectées, on en tire les conséquences. Pour autant qu'on donne les moyens de défense à tous ceux qui sont interpellés pour que cela puisse se faire de la manière dont la justice, que la justice recommande plutôt. Donc il faut que cela soit bien clair, ça éviterait d'avoir de suspicions inutiles dans un contexte où il y a trop d'attention qui sont accordées à l'armée par rapport à la situation que nous avons et que parallèlement, beaucoup des moyens sont engagés. Nous devons nous assurer que ces moyens parviennent aux troupes et ceux qui, dans leur gesticulation ou dans leur action, ne font pas parvenir les moyens destinés aux troupes, ne nous empêchez pas de tirer les conséquences. Et surtout qu'il y en a qui sont interpellés et relaxés. Et maintenant que les efforts sont mis pour améliorer les conditions de travail et des vies des militaires, on ne peut pas se permettre de voir les officiers dilapider les moyens mis à leur disposition par les gouvernements. Voilà, merci. Monsieur Félix Matuidi, allez-y s'il vous plaît. Ah, il a fait aujourd'hui. Le général d'armée ami Sekoumba Gabriel, il a fui aujourd'hui. Puisque c'est vous qui me donnez cette information-là.
Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison, puisque hier, j'ai parlé avec lui. Hein, le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur le contrôle biométrique, le contrôle de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui, mais j'ai doute fort. Les millions d'argent issus de la rente de survie des dépendants, lui, il ne les gère pas. Lui, son rôle, c'est contrôler et rendre compte. C'est ça le rôle. C'est l'IGF de de l'armée. l'IG, Inspectorat général de l'armée. C'est l'IGF de l'armée. L'IGF de l'armée ne touche pas aux espèces. Oui, c'est contrôler les fonctionnements de l'armée, contrôler comment on gère les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources logistiques, contrôler comment les finances sont gérées, et il fait rapport au ministre de la Défense. Il ne gère pas des millions, à part ses frais, les frais de fonctionnement qu'on lui envoie. Il ne gère pas des millions. Et je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a fui, mais moi, au niveau de l'armée, nous n'avons pas cette information-là. L'Excellence a toujours parlé des gnosologues. Ah, peut-être au niveau de ces gnosologues-là, ils peuvent nous donner les précisions, mais moi, j'ai parlé avec lui hier. Non, c'était avant-hier. Avant-hier soir, il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait envoyer les communiqués. Les communiqués, je les ai envoyés à madame la DG de la RTNC pour diffusion. Voilà. Et en ce qui concerne les insurgés Mobondo, il y a des sensibilisations qui sont menées, et par la RAD, et par l'armée, et par même le gouvernement. Et ce qui est vrai, c'est qu'à leur niveau, ils ne s'entendent pas. Il y a des affrontements entre eux. Dernièrement, vous avez suivi un colonel autoproclamé a été tué par les autres factions de Mobondo. Mais ce qui est vrai, c'est que nous continuons à mener les opérations. L'armée continue à mener les opérations au même moment que la sensibilisation continue. Et si les gens ne veulent pas se rendre, nous allons poursuivre les opérations. Il y a l'opération Gemba qui est là, qui continue à faire son bonhomme de chemin. Voilà. Voilà, merci. On va prendre la question de M. Félix, de monsieur plutôt. Comme je le dis et je le répète, ceux qui occupent actuellement Goma, c'est... Il y a une expression que j'aimais beaucoup dans l'histoire, mais c'est une histoire triste. C'est des bouchers. Parce qu'en réalité, si vous devez collecter, au-delà de toutes les preuves que nous avons, des témoignages que nous enregistrons, lorsque vous lisez le rapport d'Amnesty International sorti la semaine dernière, lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch sorti aujourd'hui, vous vous rendez compte de la barbarie, de la terreur et de la gouvernance par crime. J'insiste sur le mot crime, parce que la volonté claire, c'est de s'aimer la terreur. La volonté claire, c'est de dire, plus on tue, mieux c'est. Parce que plus on tue, plus on sème la terreur, plus on est craint. Et c'est tellement paradoxal de voir les mêmes qui sont auteurs de ces crimes odieux, de ces massacres, vouloir se présenter comme des sauveurs. J'entends de bruit du genre Kinshasa punit les populations du Kivu parce que le secteur bancaire n'est pas opérationnel. J'y avais répondu ici. Mais tenez-vous bien, quelle est la banque qui va, par exemple, accepter de travailler avec un mouvement qui est sous sanction américaine? Qu'on ne vous trompe pas, les leaders, ces supplétifs, n'ont pas le droit d'utiliser
d'aucune manière les dollars américains. Et d'ailleurs, s'il y a des cas enregistrés, pour tous ceux qui sont des témoins dans les Nord Kivu des opérations qu'ils commettraient, il faut les signaler, parce que le FAC va les sanctionner. Et les banques ne sont pas fermées du fait de notre volonté, du fait du fonctionnement du système et des conditions de sécurité, y compris pour les épargnants. Alors, vous ne pouvez pas, d'une part, vouloir vous présenter comme ceux qui ont besoin de soulager la misère des populations et de gouverner par crime au quotidien. Et aujourd'hui, c'est un climat de terreur qui règne dans ces partis sous occupation. Et c'est pourquoi le président de la République et nous tous, nous travaillons à donner un coup d'accélérateur à tous les processus qui sont en cours, parce que cette situation doit vite s'arrêter. Et donc, les bouchers de Goma doivent, à un moment donné, se souvenir que l'histoire avait repéré les précédents bouchers et il y a eu les conséquences qui étaient celles-là. Et donc, ici, je rappelle la nécessité pour nous tous de rester mobilisés. La nécessité pour nous tous d'exprimer toujours ces sentiments de soutien et de solidarité aux populations qui sont affectées. Je l'ai dit il y a quelques jours ici, nous au gouvernement, lorsque le ministre de la Santé, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur font leur briefing, ils commencent toujours par nous faire le point de la situation dans les parties qui sont sous occupation. Même si ceux qui nous informent, les agents de certaines structures du ministère de la Santé sont poursuivis parce qu'ils communiquent des informations, mais nous continuons à nous assurer que les moyens parviennent par des circuits humanitaires pour toutes les populations qui en ont besoin dans cette partie du pays. Et donc, ces rapports des Human Rights Watch, comme le rapport d'Amnesty International, et comme il y a des témoignages multiples des journalistes et d'autres structures comme des ONG à Goma, doivent converger vers Genève pour la mission d'établissement de faits, doivent converger vers la CPI parce que pour le mois de septembre, normalement, nous aurons une commission d'enquête internationale qui sera en mesure de s'appuyer sur tous ces rapports pour établir les responsabilités de tous ceux qui commettent ces crimes. Voilà, merci. Général. Pour renforcer ce que vous dites là, je viens de